Salut tout le monde, on se retrouve pour un nouvel épisode du podcast de Nakan et on retrouve pour cette deuxième saison un invité qui aura vraiment marqué de son empreinte la première saison et puis qui a décidé de ne pas en rester là. Il est devenu, à titre honorifique, le consultant suprême de notre podcast parce qu'il nous a aidé à démêler le vrai du faux de tellement de sujets dans la première saison qu'on pouvait pas envisager une deuxième saison sans lui. Et cet invité, c'est Denis Boucher. Bienvenue, Denis, dans cette deuxième saison. Messieurs, un plaisir d'être avec vous pour cette deuxième saison. Et le Québec vous salue. Si un auditeur rejoint le podcast et ne sait pas qui tu es, est-ce que tu peux brièvement te présenter? Vous avez deux choix, messieurs. Je fais la présentation très formelle ou ma présentation habituelle d'introduction. Ta présentation habituelle, Denis. Sinon, tu ne serais pas le grand consultant suprême du podcast de Nakan, voyons. Alors, préparez-vous. Mon nom n'est nul autre que le fantastique, le merveilleux, l'extraordinaire et le tout-puissant Denis Boucher. Il est important pour vous de savoir à ce moment-ci que je suis le seul homme dans l'univers à pouvoir répandre la divine parole d'exercice. C'est parfait. Je te coupe, Greg, je suis désolé, mais il va quand même falloir que tu arrives à introduire dans cette magnifique présentation que tu es aussi le grand consultant suprême de Nakan. Moi, j'y tiens vraiment. Puis après, je vais laisser le micro à Greg, mais je pense que ce serait peut-être un peu plus intéressant aussi pour nos auditeurs de faire une présentation plus sérieuse, que tu nous dises vraiment qui tu es, quel est ton background sportif et scientifique, et puis pourquoi est-ce qu'on t'a invité. Mais ça, Greg va certainement l'aborder. Oui. Alors, background scientifique, tout simplement pour vous mentionner que je suis un docteur en médecine expérimentale, donc je suis un chercheur en médecine et non pas quelqu'un qui a une pratique médicale. J'ai opéré un laboratoire de physiologie de l'exercice pendant les 25 dernières années. Je fais des tests à l'effort, des tests de VO2 max, j'analyse des cinétiques de consommation d'oxygène, j'analyse des métabolismes au repos, à l'effort. J'ai établi des programmes d'entraînement et des programmes de perte de poids. Tout un programme. Et ce soir, on va parler un tout petit peu plus de nutrition et d'alimentation. Mais avant de dévoiler exactement le sujet dont on va parler ce soir, les auditeurs t'ont entendu, hein, Hermano, tu fais partie de cet épisode du podcast sans que je t'ai vraiment officiellement présenté dans cet épisode. Mais tu es là avec nous pour questionner Denis sur notre sujet de la soirée. Peut-être juste pour situer un tout petit peu, avant de parler exactement de la thématique dont on va parler, quels sont vos régimes alimentaires, messieurs? Denis, peut-être, commence par nous dire un petit peu quel est ton régime alimentaire typique. Mon régime alimentaire s'oriente davantage vers la diète méditerranéenne. Donc, poisson blanc, poisson gras, fruits, légumes, la viande rouge, occasionnellement. Et puis toi, Hermano? Eh bien moi, après avoir été un gros, énorme carnivore, pendant des années, j'ai été nourri à la bonne viande, notamment la bonne viande bien rouge. Je pense que Denis, tu ne nous prendras pas en faux, mais côté nord-américain, on aime bien les gros barbecues avec des bonnes grosses côtes de bœuf et autres. Voilà, j'étais de cela. Et puis, il y a quelques temps, après avoir fait d'autres épisodes de podcast avec quelques amis qui avaient une diète un peu particulière, et puis le temps allant, et puis la mode venant aussi, et après avoir visionné quelques séries, avoir entendu quelques podcasts, je me suis laissé aller à tester une diète végétarienne. Alors, pas tout à fait végétarienne, parce que pour être franc, je continue un peu le fromage et le beurre sur les tartines le matin, mais en dehors de ça, plus de viande, plus de poisson pour l'instant. Je voudrais faire un test pendant la saison 2020. Mais je crois que le beurre, alors effectivement, le poisson, comme tu l'as dit, hein, c'est pas dans le régime végétarien, mais par contre, le beurre et les fromages, c'est inclus dans le régime végétarien. Mais peut-être qu'on va discuter un petit peu de tout ça, parce que ce soir, on va parler d'un documentaire qui a été publié sur Netflix il y a quelques mois maintenant, un documentaire qui s'appelle The Game Changers et qui traite justement de l'alimentation des sportifs de force, des sportifs d'endurance, enfin voilà, tout un panel de sportifs. Ce documentaire, il est vraiment dans la mouvance des documentaires américains, hein, qu'on a l'habitude de regarder ici avec un œil un petit peu critique en Europe, mais qui font des fois quasiment fait de religion aux États-Unis. On sait que certains cinéastes, moi j'ai en tête Michael Moore, hein, qui avait sorti Bowling for Columbine par exemple, c'est des documentaires qui sont à charge et qui font pas dans la demi-mesure, hein, qui imposent presque l'idée de base, c'est-à-dire que
je vais faire un documentaire sur les armes à feu aux États-Unis. Moi, mon idée, c'est qu'il devrait plus y avoir d'armes à feu aux États-Unis. Et j'y vais, je balance, j'envoie des coups de poing dans cette thématique-là. Et je fais pas de compromis sur le débat qu'il y a dans ce documentaire. J'ai un petit peu l'impression que c'est un documentaire de ce type-là, de Game Changers. Il a été supporté par Arnold Schwarzenegger, par Lewis Hamilton, par Novak Djokovic, par d'autres sportifs, d'autres noms très très influents de la place sportive dans toutes les disciplines confondues. Et puis ce documentaire, il met en avant le régime végétarien, il défonce la consommation de viande dans le sport et pour la performance, mais vraiment, c'est vraiment un documentaire à charge. On a demandé à notre consultant suprême, Denis, de regarder attentivement ce documentaire avant d'enregistrer cet épisode. Déjà, globalement, par rapport à ce que je viens de dire, documentaire à charge, qu'est-ce que tu en penses, Denis? Deux opinions divergentes. Tout ce que les scientifiques, tous les gens que vous avez entendus portant des titres de docteur disaient des choses intelligentes et tous les tests qui vous ont été présentés ne sont que des conneries. Ça a au moins le mérite d'être un avis tranché aussi. Qu'est-ce qu'une vraie recherche scientifique et pourquoi on ne doit pas croire toutes les conneries qu'on nous a racontées à travers les tests? Et on va démystifier vraiment, je crois, la diète végétarienne et l'impact sur la performance. Ouais, alors effectivement, on aura tout loisir d'en discuter dans cet épisode. Donc toi, tu dis que ce qui t'a frappé dans ce documentaire, c'est qu'il y a des études scientifiques qui portent le nom d'études scientifiques, c'est-à-dire qui ont été faits sur deux populations différentes, avec des tests avec des placebos, avec des tests à l'aveugle, avec des panels d'individus qui sont de 20, 30, 40, 50 personnes sur 2 ans, par exemple. Ça, pour toi, ça a la rigueur d'un test scientifique. Oui, et pour vous donner un exemple beaucoup plus concret, à l'époque où j'ai commencé mes études doctorales en 1995, Dean Ornish, qui est un cardiologue, oui, ça remonte, messieurs, Dean Ornish, qui est un cardiologue, a été le premier à démontrer que lorsque l'on place des patients, des malades cardiaques sur une diète végétarienne, nous avons une diminution de l'athérosclérose coronaire. Donc, on diminue les plaques athéromateuses, l'ampleur des plaques athéromateuses. À tes souhaits. Est-ce que tu peux nous détailler un petit peu, nous expliquer très rapidement ce que sont ces plaques athéromateuses? Oui, vous m'arrêtez si je complique trop les choses, d'accord, messieurs? Vos artères, imaginez les artères de votre cœur, d'accord? Les artères de votre cœur contiennent 3 couches qu'on appelle l'adventice, qui est la couche extérieure, la média, qui est la couche musculaire interne, et l'intima, qui est la couche unicellulaire, qui est en contact avec le sang qui circule. Lorsque vous vous êtes sur le point de faire un infarctus, c'est-à-dire que le gras s'accumule dans vos artères. En fait, c'est qu'il s'infiltre entre la première et la deuxième couche, entre l'intima et la média. Et là, il y a des modifications chimiques qui se font et la plaque grossit et durcit. Et plus elle prend de place dans l'artère, moins votre sang a la capacité de circuler. Lorsque ça se bloque complètement, vous faites un infarctus. Et si la plaque se décolle, ce qui arrive le plus souvent, et va bloquer l'artère un peu plus loin, vous faites également un infarctus. Donc, c'est une plaque athéromateuse. Excusez le long terme, mais voilà. Donc pour les personnes qui écoutent ce podcast et qui ont vu ou qui vont voir le documentaire Game Changers, c'est ce que explique la personne qui va dans la caserne de pompiers et qui montre les artères bouchées ou pas. C'est en plein ça. C'est exactement ça. Ok. Donc comme ça, au moins, ça permet aux personnes qui ont vu ce documentaire, et je recommande à toutes les personnes qui ont la possibilité de le voir, de le regarder, de situer un petit peu de quoi on parle. Et Dean Ornish a démontré qu'avec une diète végétarienne, on pouvait réduire l'ampleur des plaques. Et moi, en 1995, j'étais au courant des travaux de Dean Ornish. Mon père, qui venait d'avoir des problèmes d'angine, on lui a installé un stent, donc on a dilaté les artères avec une angioplastie. A été le premier à l'hôpital Laval, où j'étais à Québec, le premier patient qu'on a mis sur une diète végétarienne dans l'espoir de vraiment réduire les plaques, les problématiques. Il a suivi la diète végétarienne pendant un certain temps. Il est revenu avec une bonne diète régulière, québécoise, sans trop de viande malgré tout.
Et à 84 ans, il s'entraîne encore avec moi. Oh, c'est magnifique. En tout cas, moi, je suis content parce que Denis, sans véritablement le savoir, tu es non seulement notre caution scientifique, mais ça, on le savait, tu es, je le rappelle, le grand consultant suprême de Nakan, mais surtout, tu nous apportes cette anecdote qui, je pense, va nous permettre aussi d'amener de l'eau au moulin de l'épisode qu'on avait l'intention de développer ce soir. Puisque ton père, et donc par ricochet, toi, vous avez fait partie de ces tests, de ces cobayes qui ont testé ce passage à un régime végétarien. J'ai aussi à cette époque testé la diète végétarienne. Et je n'ai jamais été aussi gras de ma vie qu'à l'époque où j'étais végétarien. Et j'ai beaucoup de clients dodus qui sont végétariens parce que on va expliquer vraiment quelles sont les bases de l'équilibre. C'est pas parce que vous adoptez une diète végétarienne que vous allez obtenir les résultats qu'on vous présente dans les recherches. Il y a des éléments de base et les gens se lancent malheureusement très rapidement vers ces diètes, ne sachant pas vraiment quoi faire ou comment organiser leur alimentation en fonction des recommandations scientifiques. Pour aller un petit peu plus loin justement dans le sujet que tu viens d'entrouvrir, l'alimentation végétarienne et le sport d'endurance, est-ce que pour toi, là tu parles d'équilibre alimentaire, on sait que on parle beaucoup dans ce documentaire de protéines, et on sait que les protéines sont la base, une des bases de l'alimentation de l'être humain, et on nous recommande en tant que sportif de consommer des protéines. On en a déjà parlé avec toi dans de nombreux épisodes de la première saison, on va pas revenir là-dessus, mais moi la question pertinente que j'ai par rapport à ça, c'est existe-t-il une différence qualitative est distincte entre les protéines animales et végétales? Est-ce que y en a une qui est meilleure pour un sportif d'endurance ou un sportif de force qu'une autre? Non. Si vous consommez trois éléments importants. Ceci dépend de votre discipline. Donc, on peut avoir des disciplines de force, de résistance et des disciplines d'endurance. L'important est que vous atteigniez le nombre de calories que vous dépensez dans une journée. Et je vous l'ai répété très souvent, si vous dépensez 4000 calories dans une journée, vous devez consommer 4000 calories. Si votre rapport en protéines doit être de 1,8 grammes par kilogramme de poids, peu importe de quelle source seront vos protéines, qu'elles soient animales ou végétales, c'est certain que si elles sont essentiellement animales, on en parlera plus tard parce qu'on l'a vu dans le reportage, il faut que vous ayez une variété de protéines et que vous atteigniez la quantité de protéines dont vous avez besoin. L'autre élément important est l'apport en glucides pour vraiment apporter l'énergie et favoriser la construction des protéines. Ça, c'est un des aspects, mais il y a aussi l'aspect hormonal dont on n'a pas parlé dans le reportage, qui vient jouer un rôle majeur également sur la construction des protéines. Et ce qu'on nous a parlé dans le reportage, c'est vraiment la construction de la masse musculaire. On peut construire la masse musculaire de deux manières, en synthétisant davantage de protéines ou en diminuant la dégradation des protéines. Donc, il y a vraiment cet équilibre nutritionnel au niveau protéines, au niveau apport en calories, protéines et glucides qui est important, mais aussi la manière dont vous allez vous entraîner et garder un équilibre hormonal. Pas de différence si je mange des haricots secs ou un bon steak de bœuf. Si je veux juste m'alimenter en protéines, la qualité des protéines de l'un et de l'autre seront identiques. OK. Prenons un exemple dans le reportage. Les deux combattants du UFC, je ne sais pas comment vous dites, Mixed Martial Art de votre côté de la planète, les combattants compétiteurs. Du UFC, je crois. Ouais, on parle du UFC ou du Ultimate Fighting aussi, les termes en anglais. Vous avez McGregor qui est là, qui est le combattant pas très intelligent, qui mange deux gros steaks avant son combat. Il faut comprendre une chose. Notre corps ne contient que 5 litres de sang. Il vient de consommer 2 gros steaks. Beaucoup de sang est envoyé à son estomac afin que son estomac puisse digérer cette quantité astronomique de lipides et de protéines. Il arrive donc contre un combattant qui a probablement beaucoup mieux géré son alimentation. Donc, j'ai un idiot de l'alimentation face à quelqu'un qui s'est intéressé davantage à son alimentation. Celui qui s'est intéressé davantage à son alimentation a gagné, mais ça ne veut pas dire qu'il a gagné parce qu'il était végétarien. Il a, selon moi, gagné parce que l'autre est un imbécile.
Il aurait pu remplacer ces pois secs par de l'émincé de poulet et de la viande blanche, par exemple, d'après toi, et ça aurait été exactement la même chose. Ça aurait été exactement la même chose et beaucoup mieux. D'accord. Donc moi, la question suivante que j'avais, parce que dans ce documentaire, il y a un moment, le présentateur, entre guillemets, de ce documentaire qui s'entraîne pour revenir au combat, il fait son exercice de corde. Et il dit qu'il tenait pas 10 minutes avec son exercice de corde avant quand il mangeait de la viande. Et tout d'un coup, il passe au régime végétarien et il tient 1 heure. Donc ma question, elle est simple, Denis. Est-ce que si aujourd'hui, j'arrête de manger de la viande, je me mets à un régime végétarien, est-ce que je vais décupler mes forces et mon endurance? Non. Non. Voyez-vous, c'est le problème des exemples qu'on nous a fournis dans le reportage. Il n'y a aucune dimension scientifique. Donc, lui, lorsqu'il ne faisait que 8 minutes, personne ne m'a montré comment il travaillait les cordes, quelle était sa biomécanique, à quel moment il l'a fait, était-il plus fatigué, avait-il bien dormi ou non. On a omis toutes les variables scientifiques essentielles à une bonne analyse et tout ce qu'on nous a dit, il est devenu végétarien et maintenant il est capable de travailler avec des cordes pendant 1 heure. Foutaise. Oui, je t'écoute, Herman. Non, je voudrais quand même rebondir sur ce que tu disais un petit peu au début de cet épisode, Denis. C'est que tu disais, ce n'est pas parce qu'on est végétarien que on n'est pas un gros dodu, pour reprendre tes termes, ou c'est pas parce qu'on mange de la viande qu'on va grossir ou qu'au contraire on va avoir une meilleure hygiène de vie. Je pense que ce que tu voulais dire par là aussi, c'est peut-être que le fait de devenir végétarien va peut-être te faire réfléchir un petit peu plus sur la qualité de ton alimentation et effectivement à aller compenser le manque, enfin disons, les protéines que tu trouvais facilement dans la viande, et Dieu sait si notre alimentation maintenant est facile, on rentre du bureau à la maison, on ouvre le congélateur, on prend un steak, on ouvre le frigo, on prend un steak, on jette ça dans une poêle, et puis on se cuisine un peu de riz, un peu de pâtes. Malgré tout ça, c'est pas une alimentation très équilibrée, j'imagine. Là où la personne qui va faire un peu plus attention, qu'elle soit végétarienne ou pas, va rechercher la source des protéines, va chercher des bons légumes, peut-être plus des légumes de saison que toujours les mêmes toute l'année, et c'est peut-être en ça que quelqu'un qui va connaître une transition vers une alimentation végétarienne va peut-être se sentir mieux, plus léger et avoir peut-être de meilleures performances. Malgré tout, et là je te rejoins, peut-être qu'un carnivore, appelons-les comme ça, ceux qui mangent de la viande ou du poisson, enfin des protéines animales, va avoir plus tendance à avoir une alimentation habituelle et peut-être ne pas faire véritablement attention à ce qu'il met dans son assiette. Ben, c'est ce que vous avez vu. Regardez dans les reportages, avez-vous des PFK de votre côté Oui, on appelle ça KFC chez nous. Écoutez, des joueurs de football idiots qui consomment du poulet frit Kentucky. Come on, les boys. Et c'est sûr, messieurs, si vous les introduisez à une diète végétarienne, c'est certain que ça va aller beaucoup mieux. Donc, vous avez des athlètes d'élite qui s'alimentent comme des imbéciles. Oui, mais Denis, alors, réfléchir. Denis, je t'interromps. Les frites des fast-food qui sont cuites dans l'huile, si on prend les chips, ou même, encore une fois, une référence à la cuisine québécoise, la poutine. Donc la poutine, c'est des frites, c'est de la sauce, c'est du fromage. Tout ça, ce que je viens d'évoquer, c'est des plats qui sont végétariens. Oui. Et si on enlève le fromage de la poutine, c'est même des plats qui sont véganes. Et pourtant, si je m'alimente de ça toute la journée, je vais devenir gros et je vais pas performer en sport. Effectivement, parce que tu as une influence hormonale différente avec la consommation de ce type d'aliments. Parce que tu vas avoir à l'intérieur des frites, donc des patates qui sont cuites dans l'huile, des glucides rapidement absorbables et tu as une quantité de lipides incroyable. Donc, tu vas avoir un pic d'insuline qui va obliger ton corps à stocker davantage de gras. Donc, l'impact hormonal est très différent dans ces conditions, même si c'est végétarien, des frites dans la sauce. Donc, ce que disait Hermano, et moi je le rejoins, c'est que le fait de s'alimenter de manière végétarienne pour un sportif va peut-être être bénéfique dans le sens où, au moment où il fait la démarche de devenir végétarien, il va s'intéresser plus à ce qu'il y a dans son assiette, il va plus forcément commander, comme d'habitude, son steak frites, mais il va chercher une alternative, et quand il va chercher cette alternative, il va chercher quelque chose d'équilibré, et qui sera mieux intégré dans son planning alimentaire quotidien. Si il comprend bien la notion d'équilibre. Et il y a un terme que personne n'a probablement bien entendu dans le reportage. Quand on parle de régime de diète végétarienne, on parle de plant-based
nutrition, une alimentation basée sur les plantes, pas sur les pâtes. Vous comprenez? Moi, j'ai énormément de gens végétariens qui sont venus me voir, qui ont engraissé parce que même à travers une diète végétarienne, ils avaient une alimentation totalement déséquilibrée. Parce que les pâtes étaient devenues une partie importante de leur alimentation, quand dans le reportage, on dit bien plant-based, alimentation basée sur les plantes. Oui, effectivement, le terme anglophone est beaucoup plus parlant. En français, on va parler de végétarien ou de vegan, suivant le niveau d'implication de la personne qui va manger. En anglais, c'est vrai qu'on a vraiment vegan, où là, on n'introduit rien d'animal, et même pas dans la préparation des plats, et de plant-based diet, qui va être vraiment la diète basée sur la consommation de plantes. Il faut faire attention. De plantes, et pas de patates. Eux vont y aller avec, ils vont parler de patates douces. Patates, c'est pas. Il y a une question de contexte aussi. Il y a toujours une question de votre métabolisme. Donc, quel est l'apport en calories, protéines, lipides, glucides dont votre corps a besoin? Et si vous intégrez des patates dans votre alimentation et que ça correspond à vos besoins, il n'y a pas de problème. Voyez-vous? Il y a pas mais je vous dis pas d'en manger à tous les jours. C'est ça qui est la différence. C'est un contexte. La nutrition est un contexte global en fonction de votre métabolisme et de votre dépense énergétique. Et l'autre chose qui est importante de retenir, c'est que là, on parle d'athlètes qui ont des dépenses énergétiques de 4000 calories par jour. On parle pas du petit dodu standard qui a un métabolisme de 1500 calories qui ne bouge pas. Même si tu le mets sur une diète végétarienne, il y a de bonnes chances qu'il fasse ça tout croche. Vous voyez? Il y a une notion. Donc, les gens ont écouté ça, se sont emballés et se sont dit « Wow, je vais devenir végétarien! » Tu ne sais même pas ce que ça veut dire. Tu n'as aucune idée de quoi on parle. C'est ça qui se passe à l'heure actuelle. Moi, j'entends des gens, on m'a posé beaucoup la question sur The Game Changers à Québec. Qu'est-ce que tu en penses, Denis? Ce que j'en pense. Écoutez, que vous perdiez 3 kilos avec une diète végétarienne ou que vous perdiez 3 kilos en continuant à consommer de la viande, vous allez obtenir les mêmes bénéfices au niveau de votre bilan sanguin et au niveau métabolique. Votre tension artérielle va diminuer, vous allez vous sentir plus en forme, vous allez vous sentir mieux, vous allez tirer sensiblement les mêmes bénéfices. Donc, on attribue une vertu à quelque chose, une diète végétarienne, à la sortant de son contexte. Et moi, ce qui est important de retenir, c'est dans quel contexte on a présenté ce reportage. On sent bien que ce reportage est vraiment à charge, et pas uniquement contre la viande, je dirais. Là, je m'inscris en faux avec toi, Greg, c'est que pour eux, c'est vraiment à charge contre la protéine animale de manière générale. Donc la viande, le poisson, les œufs, tout ce qui est... Donc là, on se rapproche un petit peu de l'état d'esprit vegan, finalement. Oui, donc, il y a une notion environnementale qui est révélée un peu vers la fin du reportage. Écoutez, si pour vous c'est important de respecter la planète et de devenir végétarien et d'aider la planète, libre à vous de le faire, mais alimentez-vous correctement, s'il vous plaît, à travers la diète végétarienne. Oui, d'autant que l'aspect environnemental que nous présente The Game Changer, je pense qu'il est aussi discutable, parce qu'effectivement, pour alimenter un troupeau de vaches, il faut beaucoup d'eau, mais pour alimenter aussi un champ de blé ou un champ de patates, il en faut tout autant, voire même plus, et d'autant que les végétariens vont avoir, je pense, tendance à manger un peu plus de légumes, donc à consommer un petit peu plus d'eau de la planète. Qu'est-ce que t'en penses, Denis? Mais voilà, et j'ai tenté de retrouver pour vous, mais je ne l'ai pas retrouvé en Australie, étant donné qu'il y a beaucoup plus de demandes au niveau du soja, des aliments végétariens, des plantations carrément de plantes, fruits, légumes. Dans une ferme, je crois qu'on a modifié littéralement la façon de fonctionner, mais le fait d'y aller avec de nouvelles plantations, on a tiré de nouvelles vermines qui ont développé et qui ont amené d'autres maladies dans la population. Alors, on pense qu'en forçant des changements radicaux, que nous allons sauver la planète, quand en réalité, il faut y aller avec intelligence, être capable de faire des inférences, de voir les problèmes qu'on va créer. Parce que c'est certain, si tout le monde devient végétarien demain matin, on va avoir un gros problème planétaire.
Bon, c'est un petit peu comme tout. Moi, j'aimerais réagir à ce que vous venez de dire, parce que vous dites que arroser un champ pour faire pousser du blé ou du soja ou peu importe quelle autre céréale ou plante, ça consomme autant, voire plus d'eau que d'élever un bœuf, mais le bœuf, il va falloir le nourrir avec ce même blé, soja et autres, ou qu'il a fallu faire pousser dans un autre champ. Donc finalement, c'est quand même une cumulation. Quand je mange un steak de bœuf, il a fallu de l'eau pour produire le steak, plus pour nourrir le bestiau, plus, enfin voilà, donc une accumulation. Et puis pour mettre un petit peu ça en perspective, moi j'entendais ça, alors peut-être que c'est un petit peu défaitiste et peut-être que c'est un petit peu une vision pessimiste de l'avenir, mais j'entendais l'autre jour dans une émission de radio quelqu'un qui disait, vous savez, devenir végétarien chez nous c'est un petit peu hype parce qu'on veut sauver la planète, on veut éviter qu'il y ait tellement d'élevage intensif, mais sachez une chose, c'est que quand un occidental devient végétarien, eh ben il y a 20 Chinois qui ce jour-là commencent à manger de la viande. Parce que maintenant, il commence à y avoir accès. Et voilà, enfin, moi, ça m'a mis un petit peu le moral dans les chaussettes, quoi. Mais je pense que c'est une réalité, malheureusement. Comme avec les voitures, comme avec tant de choses, on n'est pas rendu. On est très loin d'être rendu. Mais si on revient peut-être plus au côté alimentaire de notre régime végétarien ou vegan, parce que c'est un petit peu le sujet principal de cet épisode. Moi, je vais pas commencer à faire de la politique environnementale dans ce podcast. Denis, est-ce que, et ça c'est une question très franche parce que j'ai écouté quelques-uns de tes podcasts et je sais que tu es très franc dans tes podcasts, est-ce que manger de la viande, ça rend gros? Non. Mais t'as pas écouté le reste du podcast, Greg? Ça, en gros, si vous en mangez trop, c'est toujours une question de contexte. Si vous mangez 2 kilos de viande par jour, on mange 2 kilos de viande par jour, on va tous devenir obèses. Si je consomme à travers mon alimentation régulière les 1900 calories dont moi j'ai besoin au repos, une journée où je ne m'entraîne pas, et que j'ai ma répartition parfaite en protéines, lipides, glucides, et que dans cette journée, la majeure partie vient de la viande, je n'aurai aucun problème. Mais est-ce que c'est possible de compléter son apport en protéines avec de la viande en gardant un équilibre correct avec ses lipides? Est-ce que tu vois ce que je veux dire? Est-ce que en mangeant de la viande pour combler mon manque de protéines, est-ce que je vais pas forcément faire exploser ma consommation de lipides? Dans la manière dont je gère l'alimentation avec mes clients, moi, j'ai une quantité de lipides que je leur recommande de consommer. Je vous donne un exemple, 80 grammes de lipides pour 1700 calories, par exemple. Ce 80 grammes de lipides doit être réparti en un tiers, un tiers, un tiers. Un tiers de gras saturés, un tiers de gras monoinsaturés et un tiers de gras polyinsaturés. Ça oblige les gens à ne pas manger que de la viande. Donc, les gens se tournent vers les poissons gras, vers les noix, les amandes, les graines, les avocats, vont aller chercher des lipides beaucoup plus sains. Et inévitablement, la consommation de viande va diminuer. Parce que lorsque j'ai votre empreinte métabolique, la photo de votre métabolisme, et que je sais que la quantité de calories, protéines, lipides, glucides que vous devez consommer, pour ne pas dépasser, vous allez rencontrer une limite maximale de viande que vous allez devoir consommer. Donc ça répond un petit peu à la question que j'ai posée là quand même. Est-ce que manger de la viande rend gros? Alors on a bien compris toute la nuance dans ta réponse. Maintenant, tu as reformulé la question. Est-ce que ne manger que de la viande rend gros? Alors là, ta réponse c'est oui. Et puis, si je veux apporter mes besoins en protéines principalement de la viande, ça va également me rendre gros parce que manger de la viande de bœuf, par exemple, eh bien, il y a un équilibre protéines-lipides qui sera défavorable. Tout à fait. D'accord. Alors, moi, j'ai quand même noté, Denis, que tu nous as dit, tu préconises à tes clients d'équilibrer avec un tiers en termes d'apport, et que ça les oblige à manger, à aller chercher une source de lipides plus saine. C'est ce que tu as dit. Hein. Tu as dit des lipides plus sains. Donc, ça voudrait dire que pour toi, la viande apporte des lipides moins sains que les noix, les avocats, les légumes. Effectivement, si votre alimentation n'est orientée que sur des gras saturés, ça devient assez difficile pour les artères. Comprenez? Donc, mais c'est dans l'équilibre où on élimine les problèmes. Donc, moi, mes clients, lorsqu'ils perdent du poids, continuent à consommer de la viande, mais en fonction des besoins de leur métabolisme.
Et dans cet équilibre lipidique, si je peux l'appeler ainsi, on règle la majeure partie des problèmes. Aussi bien qu'on peut le régler avec une diète végétarienne. Donc, si on choisit un régime végétarien peut-être plus pour sa santé que pour sa performance sportive, parce qu'on a bien compris que pour la performance sportive, il fallait pas s'attendre à devenir Hulk ou Spider-Man du jour au lendemain en mangeant des betteraves et puis des carottes. Mais par contre, si j'arrête de manger de la viande rouge ou même que j'arrête à manger complètement de la viande, est-ce que forcément mon système cardiovasculaire, mon taux de cholestérol, etc., comme on a vu l'exemple dans la caserne de pompiers dans The Game Changers, est-ce que forcément je vais voir une amélioration à ce niveau-là? Non, parce que ça revient encore avec votre rapport en calories, protéines, lipides et glucides. Si vous consommez trop de glucides qui proviennent des plantes, vous risquez d'avoir des problèmes. Moi, j'ai des gens que leurs assiettes ne sont composées que de fruits, de légumes, de graines et tout ce que vous voudrez, mais ils arrivent à un déséquilibre au niveau des protéines, des lipides et des glucides. Est-ce que ça veut dire que dans le documentaire, quand on voit les athlètes et puis qu'on voit leur plasma sanguin qui est centrifugé pour voir un petit peu le taux de cholestérol ou de graisse dans le plasma sanguin, est-ce que là, tu es en train de me dire que si je mange n'importe comment, mais végétarien, je peux avoir le même résultat que eux, ils ont réussi à démontrer avec la viande de bœuf ou la viande de porc? OK. Donc, ce que vous avez vu, c'est de la foutaise. Je l'ai fait en laboratoire pendant que j'effectuais ma recherche doctorale. 180 petites ampoules comme ça que vous avez vues, OK, que j'ai centrifugées. Ça tournait comme ça. Les hématocrites sont restés en bas et le plasma en haut. La seule fois où j'ai vu vraiment un plasma opaque et les hématocrites opaques, c'était le gros avec son gras abdominal qui, lui, se confirmait effectivement un carnivore extrême, mais c'était un gros dodu. Moi, je consommais de la viande quand je l'ai fait. Des collègues qui ont fait les tests avec moi consommaient de la viande et j'ai pas vu ça. Et en plus, dans le reportage, on ne vous dit pas combien de temps après la consommation du burrito, on a effectué le prélèvement sanguin. On ne vous a pas dit ce que les gars ont consommé les journées avant. On vous oriente vers le végétarien que lui, tout est beau. Mais est-ce que le végétarien, on a pris ça une fois qu'il était à jeun et les autres avaient mangé? Vous comprenez? Si je vous fais un test sanguin, vous avez mangé de la viande, vous avez mangé des lipides, je le fais 3 heures après, je peux le voir. Mais est-ce que 8 heures après, je vais le voir? Non. Donc, on ne vous a pas présenté des tests contrôlés vous expliquant toutes les variables qui auraient dû être présentes. On vous a montré des belles choses pour vous faire croire à ce qu'on veut bien vous faire croire. Ouais, on parlait excusez-moi de m'emballer à ce point, mais vous avez vu Wolverine dans le reportage. Le gars avec les gros favoris qu'il est. Il nous dit, j'ai passé de 106 kilos à 130 kilogrammes de poids lorsque je suis devenu végétarien. Mais va chier! Excusez-moi. Mais, hey! Qui me dit que t'es pas bourré de stéroïdes? Regarde-moi la grosseur des cuisses, de la cage thoracique et des bras. Voyons! À moi pour un cave. Hey, voyons, ces gens-là n'ont même pas été contrôlés. Comment ils étaient avant? Qu'est-ce qu'ils ont consommé après? Prennent-ils des drogues? N'en prennent-ils pas? On nous a rien dit de ça. Excusez-moi, je me calme maintenant. Non, mais c'est parfait. Je pense que nos auditeurs qui sont en train de nous écouter sont également morts de rire. Je voulais quand même préciser que quand Greg a abordé cette question, pour ceux qui n'ont que l'audio, et nos auditeurs n'auront que l'audio, on t'a vu trépigner sur ta chaise, comme ça, sautiller. On sentait vraiment que cette question te brûlait les lèvres. Oui, à l'audio. Non, en tout cas, je pense que c'est clair. Mais... de manière générale, ce que tu nous dis depuis le début de l'épisode, c'est qu'en gros, que l'on mange de la protéine animale ou pas, donc de la viande, du poisson, de la viande blanche ou pas, ce qui compte de toute façon pour toi, c'est l'équilibre. L'équilibre dans l'alimentation, l'équilibre dans l'apport énergétique que l'on va avoir, calories, glucides, lipides et j'en passe. Et
évidemment, dans un cas comme dans un autre, ne pas aller dans l'excès. Ne pas aller dans l'excès de légumes, ne pas aller dans l'excès de fruits, ne pas aller dans l'excès de viande, ne pas aller dans l'excès de poisson. Malgré tout, allez, on insiste encore un peu. Est-ce que tu penses qu'il y a vraiment un gain rapide dans la santé d'une personne qui va passer d'un type de régime à un autre, uniquement, je dirais, peut-être les premiers temps, les premiers jours, les premières semaines? Est-ce que tu penses que la personne qui va changer d'alimentation radicalement va vraiment sentir un bienfait? Rapidement, oui. Si vous modifiez vos comportements dans le bon sens, oui, vous allez voir peu importe ce que vous allez faire, vous allez voir des changements rapides. Donc concrètement, les 7 jours qui ont été réalisés dans la caserne de pompiers, où on peut imaginer que les pompiers allaient manger au fast-food, en tout cas se nourrissaient pas d'après les guides de Denis Boucher, mais si tu vas vers un type de population comme celui-là et que pendant 7 jours tu leur fais manger équilibré, tu leur fais manger des plats sains, tu penses qu'on arrive au résultat qu'ils ont montré dans le documentaire, c'est-à-dire une baisse de la tension artérielle, une baisse du taux de cholestérol aussi impressionnant que ce qu'on a pu constater dans... Si vous avez un poids de 2 kilos, on voit une influence positive sur le profil métabolique, le profil bilan lipidique et le profil métabolique. Donc, tension artérielle, oui, effectivement. Et ce n'est pas seulement en lien avec une diète végétarienne. Donc, en gros, dans la pratique, ce qu'on peut conclure de ce dont on a discuté dans cet épisode, c'est que peu importe le régime alimentaire, il faut surveiller l'équilibre entre glucides, protéines et lipides, et puis surtout varier l'alimentation et varier les sources justement de protéines, de lipides et de glucides. Voilà, effectivement. L'autre chose, messieurs, que vous n'avez peut-être pas vu passer dans ce magnifique reportage. Donc, là, je vais assommer la plupart des auditeurs. Vous avez bien entendu que la consommation de glucides des athlètes est élevée. Les athlètes qui suivent une diète végétarienne consomment énormément de glucides qui proviennent des plantes. N'est-ce pas une belle claque sur la gueule à la diète keto, la diète cétogène, où on vous dit de ne pas consommer de glucides, de consommer moins de 50 grammes de glucides par jour? Tout le monde a des croyances par rapport à la nutrition. On vous présente des reportages comme ça qui vous rendent émotifs, mais qui vous empêchent de réfléchir. Parce que, si vous comprenez bien, un athlète qui dépense 4000 calories par jour, une fois qu'il a atteint son 1,8 g de protéines par kilogramme de poids santé, même s'il en consomme davantage de protéines, il n'en tirera pas plus de bénéfices. Oui, ça, on en a déjà parlé dans les épisodes précédents. Donc, à ce moment, il doit consommer davantage de lipides et encore davantage de glucides. Et son taux de glucides devient extrêmement élevé, mais pourtant, vous avez vu des athlètes très minces. Oui, c'est vrai. Alors, conclusion, le glucide est quand même archi important dans notre alimentation de sportifs. Je mets l'emphase sur archi important. Ouais. Oui, en même temps, on en a discuté dans la première saison et tu nous disais, c'est le carburant du corps humain. Donc, sans carburant, on va nulle part. Mais voyez-vous, on fait une différence entre les glucides. Avec la diète végétarienne, vous avez des glucides complexes qui ne sont pas absorbables rapidement par le corps. Donc, vous avez moins d'influence au niveau de l'insuline. Mm-hmm. Vous allez chercher un équilibre avec la qualité alimentaire. Exact. Mais on est quand même d'accord, Denis, quand je suis pas initié, quand je suis pas un grand spécialiste de la nutrition, moi, un soir, je sais pas trop, je fais un peu de sport, j'essaye de faire du 10 km en course à pied, et puis un soir, je sais pas trop quoi regarder sur Netflix, et tout d'un coup, je tombe sur The Game Changers. Et je tombe sur ce programme, et je me dis, tiens, je vais regarder ça. Et je regarde ce documentaire. Forcément, quand on voit ce documentaire-là, ça donne envie de devenir végétarien dès le lendemain matin, pour augmenter ses performances, parce qu'on se dit, à quoi bon se doper? Je peux devenir végétarien et devenir encore 4 fois plus fort qu'avec du dopage. Vous devez vous mettre à ronfler immédiatement devant un tel reportage. Cessez de croire que c'est vrai.
Oui, mais parce que nous, on a un œil critique là-dessus et parce qu'on a un consultant suprême qu'on peut inviter pour mettre en perspective tout ce qui est dit là-dedans. Et parce que, tu l'avais déjà dit, je ne sais plus dans quel épisode, que un test avec 3 personnes sur 2 jours, c'est pas un test scientifique. Et ça, nous, maintenant, on le sait parce qu'on a participé à des podcasts avec toi et nos auditeurs commencent à le savoir parce qu'ils t'écoutent. Mais encore une fois, le sportif lambda qui arrive sur Netflix, qui se dit, tiens, je vais regarder ce documentaire ce soir, dès le lendemain matin, il a envie de devenir végétarien pour courir son 10 km 20 minutes plus vite. On doit faire une différence entre un athlète et un pas bon. Un pas bon qui débute l'entraînement n'aura jamais les résultats qu'un athlète obtient parce qu'il est encadré par des spécialistes. Et lui, qu'une amélioration d'1 dixième de seconde fait toute la différence dans sa vie. Alors, il cherche la précision et il est encadré pour obtenir de la précision. Les nutritionnistes, les entraîneurs, les préparateurs physiques, les physiothérapeutes, peu importe, il est encadré, l'athlète. Mais celui qui s'entraîne par lui-même et qui s'en va vers une diète végétarienne n'y connaît absolument rien. Il va faire des erreurs. Et s'il a l'impression qu'il s'améliore, c'est un effet placebo ou de la chance. Mais donc du coup, la cycliste américaine qui est dans ce documentaire, donc elle fait du cyclisme sur piste, elle était en train d'arrêter sa carrière parce que ses performances étaient en train un peu de plafonner, et puis tout à coup, elle dit je suis passée au régime végétarien, et puis là ma carrière a connu un rebondissement, je suis retournée au JO, j'ai regagné des médailles. Donc là, c'est quoi le problème? Elle était mal suivie au niveau alimentaire avant de passer au végétarisme? C'est ma conclusion. Elle s'alimentait très mal, elle était mal encadrée. Et là, on l'a placée dans un contexte beaucoup plus précis pour elle. Donc, vous voyez, j'ai pas de comparaison entre quel était son apport en calories, protéines, lipides, glucides. Oui, elle était fatiguée. On n'a pas les infos. On n'a aucune information scientifique pour être capable de faire des comparaisons. Et la partie où j'ai ri le plus, vous avez probablement ri, c'est quand on a mesuré la durée, la longueur et la grosseur des érections. Oui. Alors effectivement, ça laisse dubitatif cette expérience, entre guillemets, expérience-là. Donc, vous voyez un contexte scientifique qui n'est pas là. Lorsqu'on leur a donné l'alimentation animale, c'est là que selon les informations, les érections étaient moins volumineuses et moins durables et moins fréquentes. Mais si vos gars ont eu 4 relations sexuelles cette journée-là, il est fort possible que pendant la nuit, ils aient eu pas mal moins d'érections. Non, mais je suis tout à fait d'accord avec toi. Et là, c'est un exemple concret d'un biais de test, mais qui peut s'appliquer à tous les autres tests, entre guillemets, qui ont été proposés dans cet épisode. Alors, c'était comme ça tout le long. Ouais. C'est pour ça que je trouvais ça épouvantable. Moi, les gens qui m'ont intéressé étaient vraiment les chercheurs ou les médecins qui expliquaient les mécanismes. Mais ce que le reportage a fait, c'est qu'on a pris ces mécanismes et là, on les a galvaudés pour faire de la propagande végétarienne. Et c'est pas au sens négatif, parce que je n'ai absolument rien contre quelqu'un qui suit une diète végétarienne équilibrée. Il va être très performant lui aussi. Mais on peut pas démontrer qu'il va décupler ses performances. Non, mais de toute façon, je veux dire, n'importe quelle personne saine d'esprit qui a déjà fait du sport, qui sait à quel point c'est difficile de gagner 10 secondes sur un 10 km une fois qu'on commence à avoir un niveau acceptable, peut pas imaginer tout d'un coup gagner 5 minutes parce qu'il va changer quelque chose dans son régime alimentaire. Eh bien, détrompe-toi, mon cher Greg. Peut-être que tu ne peux pas imaginer ce genre de gens parce que nous côtoyons des gens comme notre grand consultant suprême. Mais je t'assure qu'il y en a. Il y en a qui pensant changer totalement d'alimentation, croient qu'ils vont pouvoir gagner même 5 minutes sur un 10 km. Mais Hermano, toi c'est intéressant parce qu'en début d'épisode, tu nous as dit je mangeais beaucoup de viande, j'ai été élevé à la viande rouge et maintenant je suis passé au mode végétarien dans mon alimentation. Est-ce que tu as gagné 30 minutes sur ton 10 km? Alors déjà, d'un point de vue scientifique, je ne pourrais pas vous le dire parce que je n'ai pas couru de 10 km avant. J'aurais une petite anecdote pour toi, Denis, si tu veux. Non, mais plus sérieusement... je ne suis pas scientifique et je voulais malgré tout m'inscrire dans ce
test de voir quel serait l'impact positif ou négatif d'une diète végétarienne pendant une saison sportive. Malgré tout, et je rejoins totalement les discussions que nous avons eues pendant cet épisode, cette diète végétarienne s'est accompagnée non seulement avant de passer sur une diète végétarienne à une limitation très sérieuse de mon apport en sucre, parce qu'en dehors de manger beaucoup de viande et de poisson, avant j'avais aussi la main très lourde sur les biscuits et tout autre sucrerie, donc j'avais déjà commencé depuis début 2019 à limiter cet apport sérieusement, et je me contente maintenant quand j'ai envie d'un peu de sucre de manger des fruits ou des noix, voilà. Donc il y a déjà cette chose-là qui a changé. Ensuite, à force de voir des reportages, d'écouter des podcasts et de lire des choses sur l'intérêt ou pas de la diète végétarienne, j'ai voulu tester, et je le reconnais très volontiers, le fait d'être passé sur cette diète végétarienne m'a fait découvrir, ou plutôt redécouvrir des légumes que j'avais totalement oubliés, m'a fait redécouvrir des modes de cuisson de ces légumes, parce que je pense que si on parle de de régime végétarien à quelqu'un qui mange beaucoup de viande ou de poisson, la première chose qui va lui venir en tête, ça va être ces fameux épinards qu'on mangeait à la cantine, qui baignaient dans la crème, qui étaient immangeables, surcuits et totalement horribles, ne serait-ce qu'en dehors de même l'avaler, mais rien que le voir. Et je vous assure que se faire sauter quelques feuilles d'épinards dans une belle poêle avec de la bonne huile d'olive après avoir fait sauter quelques oignons dedans, il n'y a rien d'aussi bon que ce type d'épinards. Donc voilà, je le reconnais volontiers. En toute honnêteté, tester cette diète végétarienne m'a fait redécouvrir beaucoup de saveurs, beaucoup de légumes, et je pense que j'ai de ce fait une alimentation beaucoup plus équilibrée. Mais comme tu le disais, Denis, c'est pas parce que je suis devenu végétarien et je pense temporairement que j'ai amélioré mes performances sportives. Non, c'est parce que je fais beaucoup plus attention à mon alimentation, à avoir un apport en protéines qui compense l'apport que j'avais avant, et je me sens mieux. J'ai perdu beaucoup de kilos, je me sens mieux quand je vais courir, je me sens mieux quand je nage, mais pas uniquement à cause de cette diète végétarienne. Une combinaison d'éléments qui ont apporté des bénéfices. Comme je le disais, hein, je suis totalement transparent et franc là-dessus. Je ne pense pas que ce soit la diète végétarienne qui ait apporté quelque chose de bénéfique dans mes sensations et dans mon entraînement, mais beaucoup plus l'intérêt que je porte à l'alimentation. Et comme je le disais en début d'épisode, le fait que quand je rentre à la maison pour cuisiner, je ne m'amuse plus à ouvrir le congélateur, à sortir un steak haché ou même le frigo et sortir un morceau de poisson qu'on avait acheté et bêtement le jeter dans une poêle. Non, je réfléchis à comment je vais pouvoir le cuisiner, quel goût, quelle saveur je vais pouvoir apporter à la famille et qu'est-ce qu'on recherche ce soir. Est-ce que c'est de la malbouffe, parce que même en bouffant végétarien, on peut avoir envie de manger des frites ou des pizzas ou comme des gros cochons, mais où est-ce qu'on va avoir une alimentation beaucoup... Je vais me permettre une réflexion philosophique, messieurs. Nous sommes en 2020 et ce qui m'étonne de voir, c'est que malgré l'éducation, les connaissances auxquelles nous avons accès, les gens veulent croire. Les gens ont besoin d'une religion. Si ce n'est pas une vraie religion reconnue, ils vont s'en trouver une. Et au niveau du sport et de l'alimentation, là, on a la religion de la diète végétarienne, la religion de la diète keto. Et les gens ne réfléchissent pas. Ils ont besoin de croire et de s'en remettre à leurs croyances sans jamais les remettre en question. Et ils vont, même s'ils ont des impacts négatifs, ils vont tenir à leurs croyances coûte que coûte. Et ça m'étonne en 2020 qu'on soit dans un tel contexte. Et je donnais une conférence il y a quelques semaines et je discutais avec un autre scientifique et on avait la même réflexion. Comment se fait-il qu'avec toutes les informations que nous ayons, on succombe à des croyances encore aujourd'hui et qu'on ne s'interroge pas sur les faits? Mais alors moi j'ai une réflexion un petit peu nuancée par rapport à ça. Alors je suis tout à fait d'accord avec toi Denis, mais alors sans vouloir mettre la faute sur quelqu'un ou une partie de la planète, j'ai l'impression que la mentalité nord-américaine est plus impactée par ça que la mentalité qu'on a en Europe. Quand je regarde des documentaires américains, on en a parlé de Game Changers, mais il y en a plein d'autres. Ou alors, il y a même d'autres précepteurs de théories en Amérique du Nord. On a parlé brièvement, on a évoqué Blaise Dubois dans un épisode du podcast l'année passée. Moi, je trouve que la manière dont il a apporté la course à pied minimaliste est beaucoup plus
voilà, j'apporte la vérité sur la course à pied, vous avez qu'à m'écouter parce que je vais vous dire comment vous devez courir. Alors que en Europe, on n'a pas tout à fait le même discours, on n'a pas tout à fait les mêmes documentaires, on n'a pas tout à fait la même chose. On va dire, on a constaté qu'en courant avec des chaussures minimalistes, on pouvait minimiser un certain type de blessure, mais qu'il y avait une prévalence plus grande d'un autre type de blessure. Et alors, je ne sais pas si c'est le microcosme suisse dans lequel j'évolue ou si c'est vraiment comme ma vision me semble dire l'Europe, parce que je regarde aussi des documentaires évidemment sur les TV françaises qui sont aussi critiques vis-à-vis de certaines études scientifiques ou de certains préceptes qui sont apportés par des gens qui prétendent apporter la vérité. Mais voilà, j'ai l'impression qu'il y a un petit peu cette segmentation entre les deux mondes et que les idées qui nous viennent de l'Amérique du Nord sont plus voilà, apportées un petit peu comme le Messie qui vient apporter la vérité sur une thématique en particulier. Observes-tu de votre côté de l'Atlantique une meilleure capacité d'analyse, selon toi? C'est très variable en fonction de l'individu dont on parle. Si je prends un microcosme que je m'amuse à évaluer et à constater au quotidien, c'est ils vont pas être très contents de l'entendre s'ils écoutent le podcast, mais c'est mes coéquipiers de mon club de triathlon. Voilà, il y a le marketing, il y a les messages, comme on le disait, qui matraquent des vérités, et il y a certaines personnes qui sont beaucoup plus crédules que d'autres. Et s'il y a quelqu'un qui arrive avec une chaussure et qui dit cette chaussure elle va te faire courir plus vite, eh ben je sais très bien qu'il y a des personnes qui vont immédiatement aller l'acheter, alors que d'autres vont dire être critiques. Elles vont faire plus vite, quoi, qui, comment, dans quelles circonstances, etc. Donc voilà, il y aura tout type de population, et je pense que si à mon club de triathlon tu montres The Game Changers, le documentaire, je pense qu'il y en a la moitié qui vont dire mais qu'est-ce qu'ils se foutent de ma gueule, et puis l'autre moitié qui va dire c'est où le rayon des carottes parce qu'il faut absolument que je m'y mette tout de suite, quoi. Ça ressemble ici, au Canada. Ok. Moi, je dirais, pour répondre à ta question, Denis, ta réflexion philosophique où tu te demandais, mais comment est-ce qu'en 2020, on puisse encore être aussi abruti par des idées qui nous arrivent comme ça, je pense qu'au contraire, c'est justement dû à cet afflux d'informations et à tous ces biais cognitifs avec lesquels on doit se battre au quotidien, et notamment les marketeurs, désolé Greg, qui savent très bien appuyer sur les points, et à force de répétition et répétition, on le voit, instille dans le commun des mortels certaines idées, comme le fait que la viande ou la protéine animale est pas bonne, comme le fait qu'une Garmin ça va être bien mieux qu'une Polar, comme le fait que si on a un vélo qui coûte 15 000 € ou 15 000 $ et qui pèse 8,5 kg, on sera beaucoup plus performant qu'avec un vélo qui pèse 9 kg. Bon, messieurs, il faut peut-être déjà travailler les jambes avant de vouloir diminuer le poids de son vélo. Et je pense que tout est à cette image-là. Donc, pour aller dans le sens de ta réflexion philosophique, je pense que ce sont tous ces biais cognitifs auxquels nous sommes abreuvés qui font que même en 2020 encore, on n'est pas l'esprit assez clair pour distinguer les choses cohérentes. Alors messieurs, je crois qu'il faut que j'en revienne à ma phrase populaire. Je disais toujours que j'allais changer le monde un gros à la fois. Alors il faut changer le monde un athlète à la fois. Ouais, bah voilà, c'est une noble mission qu'on essaye de réaliser aussi avec Hermano, nos invités et puis le podcast. Et ben c'est exactement des épisodes comme celui qu'on a enregistré aujourd'hui qui remettent un petit peu les choses dans leur contexte, c'est-à-dire qui regardent de manière critique un petit peu ce qui se passe et puis ce qui se fait, et puis qui aident à comprendre un petit peu mieux ce qu'on nous assomme comme étant soi-disant des vérités, et on vient de le voir aujourd'hui qui n'en sont pas. Réussirons-nous à être le podcast le plus détesté au monde? Avec ce qu'on vient de dire. Alors moi j'aimerais bien qu'on soit détesté par les gens qui ont fait ce documentaire. J'aimerais bien qu'on soit détesté par les gens qui font du marketing autour des barres énergétiques qui contiennent 80% de glucides. Mais par contre, j'ai pas envie qu'on soit détesté par nos auditeurs. Non, bon, on peut les choquer un peu. Et d'ailleurs, messieurs, en parlant d'auditeurs, Denis, je crois que nous avons un autre sujet qu'on va devoir débattre avec toi. C'était Émeric qui nous posait une question sur la fatigue. Qu'est-ce que c'est, comment ça marche et comment est-ce qu'on le travaille dans le sport. Donc on va peut-être pas débattre de ça ce soir, mais sur la saison 2020, il va falloir en parler. Bonheur de tout vous raconter sur la fatigue. Bah écoute, on va prendre rendez-vous très rapidement pour parler de ça. Je pense qu'on a fait le tour. Denis, est-ce qu'il y avait un autre point que tu voulais aborder, une autre réflexion philosophique ou une autre ouverture à offrir à nos auditeurs ce soir? Non, je crois que je me suis épuisé moi-même.
Donc du coup, je vois le beau soleil qui pénètre dans ta fenêtre. Tu vas aller te faire un petit barbecue avec un bon morceau de viande pour récupérer tout ça. Un beau gros steak, ça va être extraordinaire ce soir. Merci beaucoup, messieurs. Juste avant de vous laisser partir, j'aime bien finir nos épisodes en appelant nos auditeurs à aller faire un tour sur les plateformes de podcast et surtout sur Apple Podcast. Vous le savez, c'est ainsi que l'on sera un petit peu plus connu et qu'on pourra diffuser la bonne parole et continuer à faire vivre le message de notre grand consultant suprême, le docteur Denis Boucher. Denis, avant de te laisser partir, où est-ce qu'on te retrouve sur les réseaux? Je sais que tu as arrêté ton podcast, mais dis-nous où est-ce qu'on peut continuer la discussion avec toi. Et puis pour les gens qui sont en Amérique du Nord, comment est-ce qu'on te retrouve? Mon magnifique site internet, denisboucher.com. Et puis, je vous mentionnais, messieurs, vous m'excuserez de le faire, que je viens de publier un guide pratique. J'allais le faire, donc vas-y, fais-toi plaisir, Denis. Je t'écoute, Hermano. Je t'écoute me dire à quel point je suis fantastique. Non, mais justement, je voulais te tendre la perche et te laisser la possibilité de nous parler de ton nouveau livre que tu viens de sortir. Je crois que c'est pour s'améliorer un petit peu en termes d'entraînement, une chose de ce genre-là, n'est-ce pas? Alors, c'est très marketing en termes de titre, je le sais, très nord-américain. Ça s'appelle « Planifier la performance sportive ». Penser pour réussir, agir pour conquérir. Alors, je vous explique tout le cheminement de la pensée humaine jusqu'à la planification de la performance sportive et de tout l'ensemble des variables qui contribuent à la performance sportive et comment tout cela doit être géré. C'est un petit guide pratique d'une 50aine de pages, rapide à lire, mais vous avez absolument tout dans ça. Magnifique. Et donc, tu veux nous dire qu'avec ce guide, notre gros dodu va pouvoir devenir un presque athlète de très haut niveau? Non. On pourra l'améliorer, mais il y a quand même des limites. Greg, un petit commentaire, quelque chose de plus à ajouter ou on laisse notre grand consultant suprême rentrer dans son Canada? Écoute, il a l'air essoufflé, il a répondu à tellement de mes questions que je crois que là, il est au bout du rouleau et ça tombe bien parce que j'ai plus tellement de questions à lui poser par rapport à ça. Si par hasard des auditeurs ont encore des questions par rapport à cette thématique, on les invite à les laisser sur nos réseaux, donc sur les plateformes de podcast ou alors directement sur podcast.nakan.ch pour qu'on puisse rester en contact par rapport à ces questions et pourquoi pas s'il y a des questions pertinentes qui nécessitent, comme ça a été le cas déjà dans la saison 1, l'enregistrement d'un épisode pour éclaircir des choses avec Denis ou avec d'autres invités, ce sera avec grand plaisir. Merci beaucoup Denis pour ta présence. Eh bien, messieurs, à très bientôt et je dis à nos auditeurs à dans 15 jours pour un prochain épisode. À très bientôt, à dans 2 semaines et merci encore Denis pour l'expression consacrée « on t'aime gros ». C'est ce que j'allais dire, je vous aime. C'est assez. Après, pour rire pour apporter un petit peu d'humour dans ce que tu disais, je ne sais pas si j'ai des érections plus fortes et plus fréquentes, mais en tout cas... Faire venir ta conjointe, s'il vous plaît. Depuis que j'ai testé cette diète, j'attends un 4e enfant. Oh Hermano, mais t'es productif, c'est incroyable. C'est l'effet de la courgette. Non, mais plus sérieusement, et je pense qu'on coupera ce petit morceau au montage.